Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter infection à VIH. L'objectif de cours, c'est connaître les modes de prévention. Aussi, il faut savoir que la sérologie se fait avec l'accord du patient annoncé par un médecin lors d'une consultation avec respect de la confidentialité. Le traitement de VIH, c'est trithérapies antirétrovirales à instaurer sans délai. La recommandation de l'OMS test and treat. Les vraies urgences sont l'AES et la primo-infection. Le traitement antiviral donc est indiqué pour toute personne infectée vivant avec le VIH, quel que soit le taux de lymphocytes CD4. On a quatre classes deux antirétroviraux avec trois cibles, la transcriptase inverse, l'intégrase et le protéase. La déclaration de VIH est obligatoire anonyme. On a des bases pour comprendre ce cours. Premièrement, on commence par le virus. Le virus de VIH est de famille de rétrovirus. Avec une grande variabilité génotype, on a deux types. Le type 1, c'est le plus répandu, et le type 2, essentiellement retrouvé en Afrique de l'Ouest. Il faut aussi connaître la structure du virus pour comprendre une fois le cycle et la réplication. Qu'est-ce qu'on a? On a une enveloppe lipidique. Dans l'enveloppe lipidique, on a des glycoprotéines. On a deux glycoprotéines transmembranaires, c'est le JP41, et le glycoprotéine de fixation, c'est le JP120. Au sein du virus, on a l'ARN génomique, et on a trois enzymes qui ont les cibles de traitement antirétroviraux. Ce sont les protéases, transcriptase inversée et l'intégrase. C'est ça. Et maintenant, on passe à la cycle de réplication. La cycle de réplication, pour le cycle de réplication, on a deux étapes. La première étape est de l'attachement et la pénétration. Et la deuxième étape. On commence par la première étape, l'attachement. C'est la reconnaissance spécifique de la protéine d'enveloppe virale, le JP120, avec le récepteur primaire de CD4 de cellules hôtes, entraînant une modification conformationnelle de JP120, capable alors de se fixer sur le corécepteur membranaire CXCR4 ou bien le CCR5. Puis on a la pénétration du virus. Et on commence la deuxième étape. La deuxième étape est composée de décapsidation. Après la décapsidation, on a la rétrotranscription de l'ARN viral en ADN bicatinaire grâce à la transcriptase inverse virale qui est responsable d'erreurs fréquentes à l'origine de la variabilité génétique du VIH. Puis l'intégration au sein du génome de cellules hôtes grâce à l'intégrase virale. Puis on a la transcription de l'ADN proviral en ARN messenger. Puis on a la traduction de l'ARN messenger en protéine virale après le clivage puis assemblage grâce à la protéase virale. Après, on a la formation de nouvelles particules virales libérées dans le secteur extracellulaire et pouvant infecter d'autres cellules alors que la cellule cible meurt. Donc la réplication du virus est intense. Environ 1 à 10 milliards de virons sont produits chaque jour par une personne infectée non traitée. Maintenant, on passe à la physiopathologie. La physiopathologie, l'infection virale chronique évolue sur plusieurs années. Maintenant, le VIH est reconnu comme maladie chronique. Les cellules cibles du VIH sont des cellules porteuses des récepteurs membranaires CD4 nécessaires à l'entrée du virus.
sont les lymphocytes CD4, les monocytes, les macrophages, les cellules dendritiques, les cellules de Langerhans et les cellules de la microgliale cérébrale. Maintenant, dès la contamination, c'est-à-dire la phase de primo-infection, on a réplication active du virus avec diffusion de l'organisme. Dans cette phase, on a induction de réponses immunes spécifiques, humorales et cellulaires, entraînant dans un premier temps une réduction et un contrôle de la production virale. Mais dans un second temps, on a une destruction progressive du système immunitaire, directement par une infection de lymphocyte CD4 et indirectement du fait d'une activation immunitaire contribuant à la perte de CD4, qui est responsable d'une inflammation délétère pour tout l'organisme. En conséquence, on arrive à un syndrome d'immunodéficience acquise ou SIDA, défini par la survenue d'affections opportunistes liées à l'immunodépression, en général lorsque le taux de lymphocyte CD4 est inférieur à 200. Donc la médiane entre la primo-infection et le SIDA, c'est 10 ans. 10 ans avec une grande variabilité interindividuelle entre les patients dits progresseurs rapides, c'est-à-dire arrivent au stade SIDA en 2 à 3 ans, et on a aussi les patients non progresseurs qui arrivent au stade de SIDA dans 10 ans, voire 15 ans, 20 ans, jusqu'à 20 ans. Donc, on ne guérirait pas de VIH à l'heure actuelle. Les antirétroviraux, ce sont des substances produites par synthèse capables d'inhiber la réplication du virus et sont regroupées ou bien classées selon leur cible. Donc, on a 3 cibles. Ce sont les enzymes, l'intégrase, le protéase et transcriptase inversée. Pour les paramètres biologiques qui permettent d'apprécier l'évolution de l'infection de VIH sont 2 paramètres. Le taux de CD4, qui est un reflet le capital immunitaire, et la charge virale qui mesure l'intensité de la réplication virale. On passe à l'épidémiologie. Pour l'épidémiologie, je vais vous donner quelques chiffres. Par exemple, on a 6000 nouvelles contaminations par an en France. Parmi les personnes découvertes leur séropositivité, 56% ont été contaminés lors de rapports hétérosexuels, 40% lors de rapports sexuels entre hommes et 2% par l'usage de drogues injectables. On passe directement à la transmission, les modalités de transmission du VIH. On sait qu'on a 3 liquides biologiques qui peuvent contenir de grandes quantités de virus. Sont le sang, le sperme et les sécrétions vaginales. Les modalités de transmission sont 3. Sexuelle, par voie sanguine et maternelle-fœtale. On commence par le mode de transmission sexuelle, par le sperme et les sécrétions vaginales. On dit que tout rapport sexuel avec une personne vivant avec le VIH est à risque potentiel de transmettre du VIH, mais le risque est décroissant selon, par exemple, le risque selon le rapport sexuel. Et on a un risque décroissant par exemple, rapport sexuel anal réceptif supérieur à anal insertif, supérieur à vaginal réceptif, supérieur à vaginal insertif et supérieur à la fellation réceptive. En gardant en tête qu'un seul rapport non protégé peut suffire à transmettre la maladie. Donc, on a aussi des facteurs qui augmentent le risque de contamination. Par exemple, le rapport anal, lésion génitale, saignement, coexistence d'une infection sexuellement transmissible. Aussi, on dit que le risque de transmission sexuelle du VIH au sein d'un couple dont un seul des partenaires vit avec le VIH
est quasi nulle si la charge virale VIH est indétectable lorsque l'observance du traitement antirétroviral est optimale. Dans ce cas, l'abandon de préservatif peut être proposé, mais euh, rappelons que seul le préservatif protégé des IST autres que le VIH et aussi il doit repréciser l'interruption de traitement. Maintenant, la transmission par le sang et ses dérivés. On a trois propositions dans la transfusion sanguine et la transplantation, dans le partage du matériel injections contaminées par le sang et AES. Donc, on commence par la transfusion sanguine et la transplantation. Le risque est quasi nul depuis la sérologie est obligatoire et l'utilisation des tests moléculaires pour le dépistage lors d'un don de sang et d'organes. Deuxièmement, le partage de matériel d'injection contaminé par le sang. Et on remarque une baisse très importante de l'infection par le VIH par la mise à disposition de matériel d'usage unique. Les AES, le risque est faible, mais variable selon le niveau de charge virale plasmidique VIH chez le patient source, d'une part, et d'autre part, par la nature d'exposition au sang, par exemple, profondeur de la piqûre, le type de l'aiguille, piqûre intravasculaire, ou bien en IM, ou bien sous-cutanée. Ça diffère, bien sûr. On passe à la transmission materne-fœtale, essentiellement dans la période périnatale. La période périnatale, c'est l'accouchement et l'allaitement, ou bien en cas de primo-infection pendant la grossesse. Les facteurs augmentent le risque de transmission maternelle, c'est infection VIH au stade de SIDA, c'est le stade de SIDA, et aussi la charge virale plasmidique élevée chez la mère. La prévention combinée. La prévention, c'est basé sur les modalités de transmission. C'est quoi la prévention combinée? Repose sur la combinaison de méthodes, les méthodes visant la modification du comportement, le dépistage, le traitement, quel que soit pré-exposé ou bien de sujets vivant avec le VIH ou bien post-exposition, et on termine par la prévention materno-fœtale. On commence par les méthodes visant à modifier les comportements. Premièrement, par les campagnes d'information collective, c'est-à-dire la multiplication des sources d'information individuelles par l'Internet, le planning familial et les associations. Deuxièmement, la promotion de l'utilisation du préservatif masculin et féminin. L'avantage de ces préservatifs sont d'une part, participent à la prévention de la plupart des IST, d'autre part, ils ont un effet contraceptif. Alors, les limites de ces préservatifs sont usage non systématique, des ruptures et des glissements. Troisièmement, la mise à disposition et promotion de l'utilisation de matériel stérile à usage unique. Et aussi un traitement de substitution des drogues chez les usages de drogues intraveineux, y compris dans les lieux de privation de liberté, comme les prisons. On termine par les mesures de précaution universelles vis-à-vis des risques de AES, comme port de gants, techniques, les spéciaux pour les aiguilles usagées, etc. On passe au deuxième chapitre, c'est le dépistage. Le dépistage, dépister un patient infecté par le VIH, impliquer une prise en charge. Donc, permettre à la fois un bénéfice personnel et un bénéfice au terme de la santé publique. Le dépistage cible trois populations, bien trois situations, population à risque, et ciblé selon certaines circonstances, on va les détailler, et cibler aussi la population générale. Premièrement, la population à risque, la population clé. Ce sont les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, les migrants d'Afrique subsaharienne, les usages de drogues intraveineuses, les populations en situation de précarité et les prostitutions.
Et deuxièmement, le dépistage ciblé selon les circonstances. Par exemple, devant toute situation à risque ou tout symptôme clinique et ou biologique évoque la primo-infection ou infection VIH avancée. Par exemple, suspicion au diagnostic d'IST ou bien hépatite C. Suspicion au diagnostic de tuberculose. Projet de grossesse. Interruption volontaire de grossesse. Première prescription de contraception. Viol. Don de sang et d'organes. Entrée en détention ou au cours d'incarcération, par exemple. Pour le dépistage de population générale, une proposition de dépistage est faite au moins une fois dans la vie entre 15 à 70 ans. C'est ça. Pour conclure le dépistage, on dit que le dépistage doit être proposé largement et d'autant plus en cas de situation à risque. Pour le traitement, on commence le traitement pré-exposé. C'est pour les personnes non infectées par le VIH. Il s'agit de prendre un prophylaxie à base d'antirétroviral, sont les tenofovir et l'anthracycline, donc en prise intermédiaire ou continue. Elle s'adresse au sujet, par exemple, les homosexuels et les personnes ayant une pratique sexuelle à risque. Pour le traitement d'une personne vivant avec le VIH, le traitement antirétroviral efficace, il permet de rendre la charge virale indétectable, donc le risque de transmission est quasi nul. Pour le traitement post-exposé, pour réduire le risque d'infection de VIH après un risque significatif. On termine par la prévention de transmission maternelle-fœtale. On dit que le risque est entre 20 à 25 en absence de traitement, 0,3 lorsque la charge virale est indétectable, voire 0% si la charge virale est inférieure à 50 copies. Pour prévenir la transmission maternelle-fœtale, il faut proposer une sérologie VIH pour toute femme enceinte au premier trimestre de grossesse et au sixième mois en cas de prise de risque pendant la grossesse. On dit aussi pour le traitement de nouveau-nés systématique par la nivirapine pendant 2 semaines. Et on n'oublie pas la proscription d'allaitement maternel. Parfois, certains vaccins, comme les vaccins vivants atténués, sont contre-indiqués. La clinique, ou bien l'histoire naturelle de l'infection VIH, on dit que l'évolution spontanée en absence de traitement de l'infection VIH peut être divisée en 3 phases. La phase aiguë, bien la primo-infection, la phase chronique asymptomatique et la phase symptomatique, c'est la phase de SIDA. Durant ces 3 phases, le VIH se réplique activement, entraîne progressivement une diminution du nombre de lymphocytes CD4, le seuil critique d'immunodépression est inférieur à 200. On commence par la primo-infection, alors la durée d'incubation est entre 10 à 15 jours. L'extrême, c'est 30 jours. Donc après la contamination, le tableau clinique se vend fébrile, polymorphe, aspécifique, ce qu'on appelle la primo-infection. La durée médiane est 2 semaines. La phase de réplication virale est intense à cette phase. Donc on a une grande variabilité de la présentation clinique. On peut citer aussi comme diagnostic différentiel, c'est les autres causes de fièvre aiguë et le syndrome mononucléosique. On passe, je vais citer quelques signes cliniques qui sont peu spécifiques, présentés seulement dans 50% des cas. La fièvre présente 90%. Syndrome pseudogrippal, l'asthénie, polyadénopathie, pharyngite, angine, éruption maculopapuleuse, ulcération génitale parfois buccale, des signes digestifs, diarrhée, nausées, vomissements, des manifestations neurologiques par syndrome méningé avec méningite lymphocytaire, parfois troubles encéphalétiques, mononivrite, polyradiculonivrite, etc. On a aussi des signes biologiques qui sont aussi aspécifiques comme la thrombopénie, leucopénie, lymphopénie, cytolyse hépatique, etc.
On passe à la phase chronique. La phase chronique, elle peut durer plusieurs années. Le risque de contamination est élevé car il y a des réplications virales actives sans diagnostic parfois. La clinique, on a des événements cliniques mineurs, essentiellement par des manifestations kytanomiques comme les dermites siboriques, zona, les condylons, candidose buccale, leucoplasie chevelée de la langue. On a aussi des manifestations générales type fièvre, sueur nocturne, altération de l'état général. Et un signe aussi important, c'est la diarrhée chronique. Les signes biologiques aussi, c'est la thrombopénie, l'anémie, hypergammaglobulinémie, etc. On passe au stade SIDA. Stade SIDA est défini par l'ensemble des pathologies opportunistes majeures, type infection ou bien un tumeur. On dit un patient qui a eu une infection opportuniste SIDA restera définitivement au stade SIDA. Même si le taux de lymphocytes CD4 remonte, ce traitement antirétroviral efficace. Parce qu'on a une augmentation de nombre de lymphocytes CD4, mais la fonction immunitaire de ces cellules sont définitivement altérées. Maintenant, je vais vous donner quelques exemples des infections opportunistes selon le taux de CD4. Si on a le taux entre 500 et 200, on a candidose orale, tuberculose, kaposie et les lymphomes. Entre 200 et 100, on ajoute les candidoses œsophagiennes, pneumocystose et la toxoplasmose cérébrale. Moins de 100, on ajoute le CMV, cryptococcose neuroméningée, les infections à mycobactéries atypiques et leucoencéphalopathie multifactorielle progressive à virus GC. Maintenant, on passe à l'interprétation de résultats. On sait que dans le VIH, on a un polymorphisme clinique. Alors, le diagnostic est basé sur la mise en évidence des anticorps anti-VIH. Pour poser le diagnostic, on commence premièrement par savoir les marqueurs virologiques plasmatiques, puis les outils virologiques et on termine par la stratégie de diagnostic. Les marqueurs virologiques plasmatiques, on a 3 types de marqueurs. Le premier marqueur, c'est le ARN-VIH, la mise en évidence du virus dans le plasma sanguin par détection moléculaire. Il est détectable dès le 10e jour après la contamination. La quantité de l'ARN-VIH plasmatique est appelée la charge virale. Deuxième marqueur, c'est l'antigène P24 du VIH1. Est détectable environ 15 jours après la contamination et persiste 1 à 2 semaines avant se négativer. Il va se négativer dès la mise en évidence des anticorps anti-VIH. Dernièrement, les anticorps anti-VIH détectables en moyenne 20 jours après la contamination. Les outils de diagnostic, on a pour le dépistage et les tests de confirmation et on va parler sur la charge virale. Les tests de dépistage, le test de référence c'est ELISA. ELISA c'est une méthode immuno-enzymatique à lecture objective de détection combinée, c'est-à-dire détection des anticorps anti-VIH1 et VIH2 et l'antigène P24. Ce qu'on appelle la 4G, c'est-à-dire quatrième génération. On a aussi les tests rapides. Ils mettent en évidence les anticorps anti-VH1 et VH2 à partir du sang capillaire. Avec une réponse en quelques minutes, ils sont moins sensibles, mais ils constituent un recours pour les situations d'urgence comme l'AES par exemple. Pour les tests de confirmation, le Western blot, réévaluation par une réaction immuno-enzymatique de présence des anticorps dirigés contre différentes protéines du VIH,
les anticorps anti-glycoprotéines d'enveloppe et les anticorps anti-protéines de corps. Ces différents anticorps apparaissent progressivement. Ainsi, le début de l'infection par VIH, la primo-infection, tous les anticorps ne sont pas synthétisés. Le Western blot dans ce cas, est incomplet, c'est-à-dire présente anticorps anti-GAG plus ou moins anticorps anti-enveloppe. Et se complète progressivement. Pour la charge virale, le principe se fait par un PCR, l'amplification génomique, avec un seuil de détection entre 20 à 50 copies par millilitre. On appelle une charge indétectable, c'est la charge plasmatique de VIH est inférieure à ce seuil. Les avantages que la PCR est positive plus précoce que la sérologie. Donc, c'est une valeur pronostique. Pour les limites de PCR, c'est la fenêtre virologique, c'est-à-dire le temps entre la contamination et la détection de virus, c'est-à-dire entre 8 à 10 jours. On avoir ici des résultats négatifs. Stratégie de diagnostic. Premièrement, on commence par l'adulte. L'adulte, on fait un dépistage par test ELISA. Donc, par test ELISA, qui on a déjà détecté les anticorps anti-VH1, VH2 et antigène P24, ce qu'on appelle quatrième génération. C'est le test ELISA négatif, en absence de séroconversion vis-à-vis du VIH et donc absence d'infection VIH, sauf dans le cas d'une exposition datant moins de 6 semaines. Dans ce cas, il faut répéter le test de dépistage 6 semaines plus tard. Si le test ELISA est positif, dans ce cas, il faut confirmer par un test de Western blot sur le même échantillon. Maintenant, sur la confirmation par deuxième prélèvement Western blot, si elle est positive, il est obligatoire de valider la positivité du test de dépistage sur un second prélèvement pour poser le diagnostic, s'il est bien sûr positif. Mais si le second prélèvement est négatif, c'est une erreur d'identification qui nécessite un contrôle sérologique par la suite. Maintenant, si le test Western blot est négatif, dans ce cas, si on a une suspicion de primo-infection, on confirme par la recherche de RNVH plasmatique. Donc, s'il est positif, la charge virale, on dit que c'est une primo-infection. Si négative, on contrôle après 6 semaines. Pour l'enfant moins de 2 ans, en raison du passage transplacentaire des anticorps anti-VIH maternel, les tests sérologiques ne peuvent être utilisés jusqu'à l'âge de 18 à 24 mois. Donc, entre ce temps, on fait la charge virale pour le nouveau-né à la naissance à M1, M3 et M6. Pour poser le diagnostic, 2 PCR successifs positifs pour confirmer la transmission de l'infection VIH de la mère à l'enfant. Pour les complications associées VIH, on a des complications infectieuses et des complications non infectieuses. Pour les complications infectieuses, on a des infections non opportunistes et les infections opportunistes. Pour les infections non opportunistes, pouvant survenir en absence d'immunodépression. Ce sont des infections communautaires classiques et mais peuvent être plus fréquentes, voire plus sévères si on a un terrain d'immunodépression. Pour les pneumonies bactériennes, DA Streptococcus pneumonia, on peut prévenir par une simple vaccination anti-pneumocoque. Pour les infections digestives DA Salmonella notifique, pas de prévention spécifique en dehors des règles d'hygiène alimentaire. Les IST comme le syphilis, la gonococcie, les infections à chlamydia trachomatis dans la lymphogranulomatose vénérienne rectale, aussi les infections à papillomavirus et la conséquence condylomatose anogénitale, avec aussi les carcinomes. On peut prévenir ce genre des IST par utilisation des préservatifs, dépistage comme la sérologie de syphilis,
Vérifie le statut vis-à-vis des autres IST comme l'hépatite A, B et C, tenant compte les délais de séroconversion, vaccination anti-hépatite A, anti-hépatite B et aussi, si possible, la papillomavirus. Euh, tout IST doit faire rechercher infection VIH et vice-versa. La co-infection par l'hépatite B et C, euh, euh, pour l'hépatite B, 10% des personnes infectées par le VIH, donc, qui aggrave l'histoire naturelle et le pronostic. Pour l'hépatite C, 20% des patients infectés par le VIH aussi aggravent le pronostic de l'hépatite C. Pour les infections opportunistes, on commence par tuberculose. Le tuberculose, il n'y a pas de seuil de risque pour CD4. On peut avoir la tuberculose dans tous les stades stades chroniques, dans tous les stades chroniques. Donc, la tuberculose due à Mycobacterium tuberculosis, pour les manifestations cliniques et surtout extrapulmonaires comme ganglionnaire, pleurale, osseuse, méningite, surtout c'est le nombre de CD4 bas. Donc pour le diagnostic se fait par la mise en évidence des bacilles de corps, dans l'expectoration, le tubage gastrique, lavage broncho-alvéolaire, prélèvement tissulaire. Se fait par un examen microscopique et mise en évidence les barres, par un culture et PCR. Mais l'examen clé, c'est l'examen anatomo-pathologique qui met en évidence granulome épithéloïde gigantocellulaire particulièrement évocateur de Mycobacterium tuberculosis en présence de nécrose gazeuse. Dans toutes les infections opportunistes, on a des préventions primaires, des préventions secondaires. Ici, dans le tuberculose, on a seulement une prévention primaire basée sur le dépistage de l'infection tuberculeuse latente par un test immunologique. On passe directement du traitement de tuberculose. Le traitement antituberculeux ne différait pas chez un patient VIH positif, basé sur la quadrithérapie par l'isoniazide, rifampicine, pyrazinamide et ethambutol pendant 2 mois, ou bien un trithérapie à base de isoniazide, rifampicine, pyrazinamide si la souche sensible à l'isoniazide, puis une bithérapie de isoniazide, rifampicine pendant 4 mois. Sache que dans le cas de méningite, le traitement doit être prolongé 10 mois. Donc, dans le traitement antituberculeux dans le cadre de VIH, il faut vérifier toujours les interactions médicamenteuses entre les antirétroviraux et la rifampicine. Aussi, il y a un risque d'aggravation paradoxale des lésions de tuberculose sur antirétroviraux, ce qu'on appelle l'IRIS, les reconstitutions immunitaires. Dans le cas où le taux de CD4 est inférieur à 200, on a principalement 3 infections opportunistes: candidose œsophagien, pneumocystose pulmonaire et la toxoplasmose cérébrale. Pour la candidose œsophagien, due à Candida, c'est un champignon. Cliniquement, on a la candidose orale associée à dysphagie, plus ou moins douleur rétrosternale. Pour le diagnostic est essentiellement clinique. En cas de doute, on peut faire un prélèvement oral, voire œsophagien. L'aspect endoscopique est très évocateur, présenté par dépôts blanchâtres et muqueuses érythémateuses. Pour la prévention primaire n'est pas recommandée. La prévention secondaire, on peut recommander sauf en cas de multirécidive. On donne la fluconazole. Pour le traitement de candidose œsophagien, on donne la fluconazole 200 mg par jour en pérose pendant 14 jours. Pour la pneumocystose pulmonaire, due à pneumocyste gyrovichi, est un champignon. Pour la clinique, on a un toux sèche et fièvre, puis des dyspnées d'intensité croissante et à l'auscultation parfois très pauvre.
pas d'atteinte extra-pulmonaire, souvent révélée comme une pneumopathie interstitielle, ne répond pas à une antibiothérapie classique. Pour le diagnostic, la mise en évidence de pneumocystite gyrovicée dans le prélèvement respiratoire par le liquide de lavage broncho-alvéolaire d'expectoration induite dans ce cas, par examen direct ou bien PCR. L'aspect radiologique, on voit un syndrome interstitiel ou bien alvéolaire, bilatéral, diffus, sans épanchement pleural ni adénopathie. Pour la prévention, dans ce cas, on a prévention primaire et prévention secondaire. Pour la prévention primaire, est indiqué si le taux de CD4 inférieur à 200 ou bien inférieur à 15% du lymphocyte total. La base de prévention, c'est la cotrimoxazole. Pour la prévention secondaire, est basée sur la cotrimoxazole jusqu'à que le taux de CD4 est supérieur à 200 ou bien supérieur à 15% à 2 reprises en moins 3 mois d'intervalle. On passe au traitement. Pour le traitement, c'est à base de cotrimoxazole, c'est-à-dire la trimethoprim et la sulfametoxazole. Donc, à dose de 480, c'est-à-dire 4 ampoules fois 3 par jour, ou bien 960, 2 comprimés fois 3 par jour, donne les formes modérées. N'oubliez pas la corticothérapie par voie orale à base de prédnisone 1 mg par kg par jour si on a un hypoxie. La durée totale de traitement d'attaque est de 3 semaines. Pour la toxoplasmose cérébrale due à Toxoplasma gondii, en général réactivation endogène du kyste latente du parasite. Cliniquement, on a déficit neurologique focal, un tableau de neurologie centrale. Dans un contexte immunodéprimé doit être évoqué le diagnostic. Fièvre inconstante, rarement on voit des formes extracérébrales comme notamment oculaires. Pour le diagnostic est basé sur TDM ou IRM cérébral sans ou avec injection en urgence, montre abcès cérébraux souvent multiples, mais l'aspect typique c'est en concarde après injection de produits de contraste entouré d'un halo hypodense, c'est l'odème, on fait le diagnostic présomptif, c'est-à-dire on donne un traitement de preuve. On peut aussi poser le diagnostic par la sérologie. Si négatif, le diagnostic est peu probable, mais s'il est positif, non contributif. On peut aussi, comme moyen de diagnostic, la PCR dans le SIR, c'est en absence de contre-indication de PL. Comme j'ai déjà dit, un test thérapeutique en absence d'amélioration clinique ou radiologique après 15 jours de traitement, on fait une biopsie cérébrale, c'est le diagnostic de certitude. On passe à la prévention primaire et secondaire. La prévention primaire, si on a les IgG anti-toxoplasma positifs et CD4 inférieur à 200, on donne la cotrimoxazole. Mais si on a les IgG anti-toxoplasma négatifs, on fait seulement les règles hygiéno-diététiques plus contrôle annuel de la sérologie. Pour la prévention secondaire, on utilise la même molécule que le traitement curatif, mais à mi-dose, à poursuite jusqu'à ce que CD4 supérieur à 200 pendant 6 mois. C'est ça. On passe au traitement de la toxoplasmose cérébrale. C'est à base de pyrimétamine 100 mg à G1, puis 50 mg par jour, plus la sulfadiazine 100 mg par kg par jour en 4 prises. Ou bien traitement de deuxième intention si la clindamycine c'est allergique à la sulfamide. On donne dose de 2,4 g par jour par voie orale pendant 6 semaines. N'oubliez pas d'ajouter l'acide folique et alcalinisation des urines. La cotrimoxazole en IV 12 ampoules par jour si possible en cas de trouble de la conscience. Dans le cas où on a le taux de CD4 est inférieur à 100,
On peut avoir des infections opportunistes de type cryptococcose, leucoencéphalopathie multifocale progressive, CMV et mycobactériose atypique. On commence par le cryptococcose, dû à Cryptococcus neoforme, cliniquement manifesté par méningite ou méningoencéphalite d'installation progressive, parfois des céphalées, fièvre inconstante, syndrome méningé, syndrome d'hypertension intracrânienne par voie atteinte disséminée, type pulmonaire, urinaire et cutanée. Le diagnostic par le ponction lombaire, on a révélé par des cellularités faibles mais avec hyperprotéinorachie, hypoglycórachie inconstante. La coloration à l'encre de Chine pour mise en évidence du champignon à l'examen direct et puis la culture. On peut aussi faire le diagnostic par l'antigène Cryptococcus dans le sang et dans le LCR, parfois l'IRM mais souvent normal. Pour la prévention primaire n'est pas recommandée. La prévention secondaire, c'est à base de fluconazole, Peros, de durée prolongée jusqu'à atteindre le CD4 supérieur à 200. Parfois, la charge virale indétectable plus de 3 mois. Pour le traitement d'attaque, c'est à base de amphotyricine B, IV, plus le 5-fluorocytosine pendant des semaines jusqu'à la négativation de culture. Le traitement de consolidation à base de fluconazole entre 400 à 800 mg par jour pendant 6 semaines. Leucoencéphalopathie multifocale progressive due à la polyomavirus ou bien le virus GC, cliniquement manifesté par affection démyélinisante de la substance blanche, manifesté par troubles neurologiques d'apparition progressive selon localisation cérébrale des lésions, parfois déficit moteur et éosensitif, troubles de comportement, troubles cognitifs, syndrome cérébelleux. Classiquement, il n'y a pas ni céphalie, ni hypertension intracrânienne, ni fièvre. Le diagnostic, l'IRM cérébral montre des lésions multiples de la substance blanche, hypo-intense en T1, hyper-intense en T2, pas d'œdème ni effet de masse. Le biopsie cérébrale, si doute de diagnostic, pas de prévention ni primaire ni secondaire. Le traitement aussi, il n'existe pas de traitement antiviral spécifique. Seule la mise en route d'un traitement antirétroviral, on constate une amélioration clinique. Infection à CME, due à cytomégalovirus, cliniquement manifestée par rétinite à CMV, présenter une nécrose hémorragique de la rétinite, troubles visuels dépendent de l'extension et de la localisation de lésions, cécité si atteinte de la macula. Autre localisation, comme digestive présentée par œsophagite, gastrodudinite, colite, etc. Neurologique, encéphalite, ventriculite, névrite et méningite. Pour le diagnostic, la mise en évidence d'une réplication CMV dans le sang par PCR chez les patients avec sérologie CMV positive type IgG. Si on a une rétinite, on peut faire un Fondey plus angiographie en cas de doute de diagnostic. Ces localisations digestives, on fait une endoscopie avec présence de lésions inflammatoires et serrées macroscopiquement et la présence de cellules à inclusion virale intranucléaire évocatrice de CMV en histologie. C'est ça pour la prévention. La prévention primaire, si la sérologie CMV IgG positive et CD4 inférieur à 100, surveillance de PCR CMV régulièrement et surveillance de Fondey PCR CMV positive. Pour la prévention secondaire, rétinite à CMV maintient la valganciclovir jusqu'à les lymphocytes CD4 supérieurs à 100 pendant moins de 6 mois. Pour le traitement est basé sur la ganciclovir en IV 5 mg par kg 2 fois par jour ou bien la foscarnate en IV 90 mg par kg 2 fois par jour. On peut aussi utiliser la
vancomyclovir, 900 mg 2 fois par jour en absence de malabsorption dans des formes non sévères pendant 15 à 21 jours. Mycobactériose atypique due à Mycobacterium avium intracellulaire, cliniquement le plus souvent des infections disséminées, fièvre, altération de l'état général, cire nocturne, cytopénie avec d'autres localisations ganglionnaires, la malle osseuse, hépatique, splénique, digestive, pulmonaire et cutanée. Le diagnostic se fait par l'isolement de mycobactéries atypiques dans l'hémoculture sur un milieu spécifique, lavage broncho-alvéolaire, biopsie de la moelle et des ganglions. À l'examen anatomopathologique, on trouve une granulomatose. Pour la prévention, n'est pas recommandé ni primaire ni secondaire. Le traitement à base de clarithromycine 1 g par jour plus ethambutol 15 mg par kg par jour. Pour les complications non infectieuses sont les tumeurs. On a des cancers classant le sida et des cancers non classant le sida. Pour les cancers classant sida, on a en général 3. Lymphome maligne non-Hodgkin, le Kaposi et le cancer du col utérine. Pour lymphome maligne non-Hodgkin, on a 2 stades. À un stade précoce de la maladie où le CD4 est supérieur à 200, ils sont de type de Burkitt. Le type de Burkitt est associé à l'EBV dans 30 à 40%. Ils sont principalement ganglionnaires. À stade avancé où le CD4 est inférieur à 100, ils sont plus souvent des immunoblastiques, presque toujours liés à l'EBV. C'est une infection du lymphocyte B par l'EBV. Ils sont surtout extraganglionnaires, c'est-à-dire touchent le tube digestif et le cerveau. Pour le Kaposi, maladie de Kaposi, on trouve surtout chez les homosexuels dans la population caucasienne, chez les hétérosexuels et les enfants en Afrique. Est lié au pouvoir oncogène vasculaire du virus, le virus humain herpès 8. Dans des lésions cutanées infiltrées, violacées, nodulaires ou en plaques, des lésions muqueuses fréquentes, d'extension cutanée et diffuse viscérale, pulmonaire, tube digestif. Le diagnostic essentiellement clinique, parfois histologique, montre une prolifération angiomateuse et fibroblastique. Pour le cancer du col utérine, la dysplasie du corps de l'utérus est fréquente chez la femme vivant avec le VIH, quel que soit elle reçoit le traitement antirétroviral ou non. Pour les cancers non classants de sida, la fréquence plus élevée que la population générale, on note les maladies de Hodgkin, cancer bronchique, cancer du canal anal et l'hépatocarcinome, surtout chez les patients co-infectés avec l'hépatite B et l'hépatite C. On passe au traitement antirétroviral. Les principes de traitement antirétroviral. L'objectif de ce traitement est restaurer et maintenir un taux de lymphocytes TCD4 supérieur à 500 et rendant la charge virale VIH plasmatique indétectable, c'est-à-dire inférieure à 50 copies par millilitre. À noter que le traitement ne permet pas l'éradication du VIH. Tout arrêt de l'antirétroviral conduit à la reprise de la réplication virale et à la baisse parfois rapide de taux de lymphocytes CD4. Maintenant, pour les indications de traitement, on dit que toutes les personnes vivant avec le VIH ont une indication de traitement antirétroviral quel que soit le taux de lymphocytes CD4, y compris supérieur à 500. Alors, pour que les patients récemment diagnostiqués n'est pas prêts à démarrer un traitement antirétroviral, vaut mieux déférer l'initiation du traitement antirétroviral que prendre le risque qu'il soit mal pris ou bien qu'il conduise à la sélection de résistance. Par contre, dans les accidents d'exposition de sang, il faut commencer le traitement dans les 48 heures pour prévenir infection à VIH. Maintenant, comment?
Alors comment on a nombreux antirétroviraux sont disponibles qui ont trois cibles comme on a déjà dit contre l'inhibiteur de transcriptase sont inhibiteurs de transcriptase inversée, inhibiteurs de protéase et inhibiteurs d'intégrase. On note dans le transcriptase inversée, on a le nucléosidique et le non nucléosidique. Il est recommandé de réaliser un test génotype de résistance avant de commencer le traitement. Le traitement, c'est un trithérapie de première intention. On donne 2 et 1 TI avec soit un inhibiteur non nucléosidique transcriptase ou bien un inhibiteur de protéase ou bien un inhibiteur d'intégrase. Un seule prise par jour, c'est un comprimé unique et le traitement antirétroviral doit être maintenu à vie. On a quatre principales classes d'antirétrovirales. La première classe, c'est les inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse. On note quelques molécules, l'amivudine, anthracitabine, abacavir et tenofovir. Il faut adapter posologique à la fonction rénale. On note que la tenofovir a une néphrotoxicité. Les effets secondaires sont essentiellement des troubles digestifs. Pour les inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inversée, on note la molécule la plus fréquente, c'est efavirenz, présente un trouble neuropsychiatrique. Elle est contre-indiquée pendant le premier trimestre de grossesse. Elle donne des rages cutanées. On note que les inhibiteurs non nucléosidiques de transcriptase inverse sont indicateurs de cytochrome P450. Il existe donc des interactions médicamenteuses avec des autres médicaments utilisant cette voie de métabolisme, exemple la rifampicine, l'ostroprogestatif et les inhibiteurs de protéase. Pour les inhibiteurs protéase, on note la darunavir et la ritonavir. Donnent des troubles digestifs, troubles métaboliques, des hépatites médicamenteuses. Inhibiteur de l'intégrase, on a la raltigravir et la dolutegravir. Sont contre-indiqués avec la rifampicine. Pour la toxicité à long terme des antirétroviraux, les traitements antirétroviraux eux-mêmes exposant à une morbidité propre, notamment à moyen et long terme, variable d'une molécule à l'autre. Il s'agit principalement de lipodystrophie, cytopathie mitochondriale, toxicité cardiovasculaire, toxicité rénale, toxicité osseuse, ostéoporose et toxicité métabolique. Pour la prise en charge initiale doit être globale, établir une relation de confiance pour faciliter la prise en charge, évaluer le statut immunovirologique de l'infection VIH par dosage de taux de CD4 et la charge virale, rechercher aussi des comorbidités, des complications de l'infection VIH, rechercher aussi des infections opportunistes. Pour l'attitude thérapeutique et par ordre. On commence premièrement par traitement curatif des infections opportunistes, puis traitement préventif, la prophylaxie primaire des infections opportunistes, et dernièrement traitement par antirétroviral. On évite d'instaurer directement le traitement antirétroviral pour éviter les risques qu'on a déjà dit, c'est le syndrome inflammatoire de reconstitution immunitaire. Maintenant, le suivi au long cours d'un patient vivant avec le VIH. C'est pour but de prendre prise en charge régulière par maintien de l'efficacité virologique, observance thérapeutique, dépister les IST et co-infections, prévenir les infections opportunistes, prévenir de la transmission du VIH et aussi prévention des complications par aussi des mesures hygiéno-diététiques. Le suivi de patients sous traitement, cliniquement, on voit le malade à J15, puis M1, M2, plus ou moins M2 et M3, la charge virale à M1, M2, M6, le taux de lymphocyte CD4 à M3 et
ainsi, et puis selon l'évolution, bien sûr. Pour la vaccination du sujet vivant avec le VIH, on note que le BCG est contre-indiqué, quel que soit le statut immunitaire de malade. Et tous les vaccins vivants atténués sont aussi contre-indiqués si le CD4 inférieur à 200. On a des vaccins recommandés comme le vaccin antitétanique et diphtérique, avec rappel tous les 10 ans, vaccin anti-hépatite B, la vaccin aussi anti-hépatite A, anti-pneumocoque, la vaccination grippale saisonnière, vaccin anti-amarine pour la fièvre jaune et, si possible, vaccin anti-papillomavirus. Et merci.